Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal du soir sur Télé Liban. D'Israël. Les tentatives d'Israël pour obtenir une deuxième prolongation de la trêve au-delà du 18 février jusqu'au 28 se multiplient, mais se heurtent à un refus libanais catégorique. Des sources diplomatiques ont indiqué que l'émissaire américaine Morgan Ortagus arrivera à Beyrouth le 16 de ce mois pour confirmer que le retrait israélien aura bien lieu le 18 février. Entre-temps, Israël poursuit l'escalade sur le terrain. 3 explosions successives et violentes ont eu lieu dans la ville de Kfar Kila. La localité de Houla a témoigné d'une 4e explosion. L'armée israélienne a aussi incendié plusieurs propriétés à Ardaïsé. Et hier soir, des avions de guerre israéliens ont franchi le mur du son à 2 reprises au-dessus de la capitale Beyrouth et du Kesserwen. Par ailleurs, les médias israéliens ont rapporté des informations contradictoires. Certains ont indiqué que l'armée israélienne avait reçu l'approbation des États-Unis pour établir de nouveaux postes d'observation destinés à surveiller les activités du Hezbollah, alors que d'autres avaient souligné que la demande israélienne du report du retrait du Liban Sud a été rejetée par l'administration américaine. Le 13 février est la journée mondiale de la radio telle que proclamée par l'UNESCO. En effet, la radio entame son 2e siècle de service en tant que l'une des formes des médias les plus fiables et les plus largement utilisées dans le monde. La radio a longtemps été un pilier de l'information et du divertissement au Liban. Mais aujourd'hui, dans un contexte de crise économique et d'effondrement des revenus publicitaires, ce secteur est en pleine mutation. Pour survivre, les stations doivent se réinventer, s'adapter aux nouvelles habitudes d'écoute et trouver de nouvelles sources de financement. Un reportage de Serge Berberi. Comme tous les médias, les stations de radio libanaises subissent de plein fouet la crise économique qui frappe le pays. L'effondrement du marché publicitaire met en péril leur modèle économique traditionnel basé sur la publicité. La crise économique a durement touché tous les médias. Les spots publicitaires se font rares, voire inexistants. Pour survivre et poursuivre leurs activités, les médias ont dû chercher d'autres sources de revenus, comme la production d'émissions pour des médias étrangers. Face à ces difficultés, les radios libanaises doivent se réinventer pour attirer un public plus jeune. Certaines investissent dans de nouveaux formats comme les podcasts, les émissions interactives et les web TV en streaming. Nos studios sont équipés des technologies les plus récentes et notre personnel a été formé à leur utilisation. Nous avons également recruté des étudiants d'université pour accompagner ce changement majeur. Les journalistes aussi doivent s'adapter à cette transformation numérique. Désormais, leur travail ne se limite plus à la radio traditionnelle. Ils doivent produire du contenu pour les réseaux sociaux et réfléchir à de nouvelles manières de capter l'attention des auditeurs. Notre chaîne de radio s'est adaptée aux nouvelles technologies en passant entièrement au numérique et en développant sa présence sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook et le web. L'objectif est d'atteindre un plus large public et de consolider notre place dans le paysage médiatique. أخرت واتضايقت ومرقت بظروف صعبة اقتصاديا بسبب كل العوامل اللي صارت بالكم سنة اللي مرقت. Les radios ont mis du temps à évoluer en raison de la crise financière et économique. Malgré les défis, comme le manque de publicité ou des salaires peu élevés, elles continuent d'exister et de divertir leur public. Elles tiennent grâce à la fidélité de leurs auditeurs. Pour mieux comprendre les enjeux du secteur, nous avons rencontré un ancien manager de radio, aujourd'hui professeur d'université spécialisé en marketing multimédia.
Les banques étaient les plus grands annonceurs du marché publicitaire libanais, suivis des organisateurs de festivals et des grandes marques. Mais avec l'arrêt brutal de leurs annonces, les radios ont perdu une source de revenus essentielle. Pour survivre, elles ont dû innover en proposant aussi du contenu vidéo. Aujourd'hui, plusieurs radios diffusent leurs programmes en streaming sur leur site web, Facebook et Instagram. Cette transition leur a permis de retrouver un second souffle et d'augmenter leurs revenus publicitaires. Face à une crise sans précédent, les stations de radio libanaises n'ont d'autre choix que d'évoluer. En s'appuyant sur le numérique et en diversifiant leurs sources de revenus, elles tentent de garder leur place dans le paysage médiatique. Une transformation essentielle pour continuer à informer et divertir les auditeurs, malgré un contexte économique difficile. Une conférence internationale sur la transition politique et les immenses défis sécuritaires et économiques auxquels fait face la Syrie après la chute de Bachar el-Assad le 8 décembre dernier s'est tenue à Paris. Le chef de la diplomatie syrienne, As'ad al-Shibani, y participe. La Syrie est au cœur d'intérêts régionaux majeurs, turcs, israéliens, saoudiens, souvent divergents. C'est aussi un pays dévasté par 14 années d'une guerre civile qui a causé la mort de plus de 500 000 personnes et des millions de réfugiés et des déplacés internes. D'où la conférence de Paris, la troisième du genre, après des réunions en Jordanie et en Arabie Saoudite. Étaient présents à cette conférence au niveau ministériel les pays arabes de la région, la Turquie, mais aussi le G7 et plusieurs pays européens. Cette réunion, qui intervient dans un contexte de profond bouleversement géopolitique dans la région, s'est tenue alors que Damas a annoncé que la Syrie se doterait le 1er mars d'un gouvernement reflétant la diversité du peuple syrien. Des officiels syriens ont indiqué attendre la levée des sanctions pour pouvoir ensuite passer à la phase de reconstruction. Cette levée des sanctions est en cours d'examen à Bruxelles. Des allègements partiels pourraient être annoncés dans les prochaines semaines. Selon des sources diplomatiques, la conférence clôturée par le président Emmanuel Macron a pour objectif de dresser un cordon sanitaire pour protéger la transition syrienne d'ingérences étrangères, coordonner l'aide et faire passer des messages au pouvoir syrien. Elle vise aussi à soutenir la justice transitionnelle et la lutte contre l'impunité. Il s'agit d'élaborer une stratégie de coordination de l'aide internationale jusqu'ici fragmentée, a indiqué l'Élysée. La présidence de la République a insisté sur l'importance de la mobilisation américaine puisque le gel de l'aide par Washington a des répercussions dramatiques sur plus de 16 millions de personnes qui ont grand besoin d'une aide humanitaire urgente. La trêve à Gaza est menacée par les tractations du Hamas et d'Israël sur fond de libération ou pas d'otages. Le Hamas dit vouloir respecter la trêve à Gaza, mais exige qu'Israël fasse de même. Le Hamas a déclaré vouloir respecter l'accord de trêve dans la bande de Gaza, à condition qu'Israël fasse de même, alors qu'un blocage autour du prochain échange d'otages contre les prisonniers palestiniens, prévu samedi, menace le cessez-le-feu. Des sources palestiniennes ont fait état de progrès dans les discussions menées par l'Égypte et le Qatar pour tenter de sauver la trêve. Celle-ci a été mise à rude épreuve ces derniers jours et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti que les combats pourraient reprendre si les otages retenus à Gaza n'étaient pas libérés samedi. Sa menace fait écho à celle du président américain Donald Trump, qui avait déclaré que l'enfer se déclencherait si le Hamas ne libère pas tous les otages israéliens d'ici samedi. Hamas avait de son côté menacé de ne pas libérer un groupe d'otages comme prévu samedi, en accusant Israël de plusieurs violations de l'accord de trêve, notamment d'entraver l'entrée de l'aide humanitaire dans le territoire en ruine. La trêve, en place depuis le 19 janvier pour une durée initiale de 42 jours, a permis jusqu'à présent un arrêt des combats après 15 mois de guerre et 5 échanges d'otages contre des Palestiniens détenus par Israël. Mais la suite reste incertaine, alors que les négociations sur la deuxième phase, qui devrait prendre effet début mars, n'ont toujours pas commencé. Le plan de Donald Trump concernant Gaza a suscité les réserves des pays arabes. Selon des sources égyptiennes qui se sont confiées à la BBC, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Jordanie et le Qatar seraient prêts à organiser un sommet à 5 à Riyad en Arabie Saoudite pour déterminer un plan d'action qui contournerait les projets de Trump pour Gaza.
Ces projets qui consistent à déplacer près de 2,5 millions de Palestiniens de la bande de Gaza, ravagés par la guerre, vers de nouvelles habitations en Jordanie et en Égypte, et de faire de sorte que les États-Unis prennent le contrôle de Gaza et le développement pour en faire la Riviera du Moyen-Orient. Le sommet devrait avoir lieu le 20 février en Arabie Saoudite, avant un sommet arabe d'urgence le 27 février au Caire. La position des 5 pays à l'égard du projet du président Trump serait éventuellement au centre des discussions que mènera le secrétaire d'État américain Marco Rubio lors de sa tournée au Moyen-Orient. Rubio se rendra en Israël, en Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis du 15 au 18 février pour rencontrer de hauts responsables et discuter de la libération des otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza et de l'avancement de la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu, a déclaré le département américain dans un communiqué. Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il tiendra sa première réunion avec son homologue russe Vladimir Poutine en Arabie Saoudite dans le cadre de ses efforts pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il s'agira de la première rencontre entre Trump et Poutine en Arabie Saoudite avec la participation du prince héritier Mohammed Ben Salman. Au cours d'un appel téléphonique, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont mis d'accord pour lancer des négociations de paix sur l'Ukraine. Le président américain a déclaré qu'il n'était pas pratique de permettre à l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN, un point de friction essentiel dans le conflit qui l'oppose à la Russie. Le président américain a tenu ses propos lors d'un entretien avec des journalistes à la Maison-Blanche, quelques heures après des conversations téléphoniques distinctes avec les présidents ukrainiens et russes. Trump s'est engagé à lancer immédiatement des négociations pour mettre fin à la guerre. Le Kremlin a pour sa part indiqué vouloir assez rapidement une rencontre entre le président russe et son homologue américain, disant vouloir, au-delà de l'Ukraine, évoquer la sécurité en Europe et les préoccupations de Moscou. La Russie considère l'élargissement de l'OTAN à ses frontières comme une menace existentielle et avait adressé aux Occidentaux en décembre 2021, à quelques semaines du début de l'offensive contre l'Ukraine, une liste de demandes afin d'obtenir des garanties de sécurité. Ces propositions comprenaient l'interdiction pour l'Ukraine d'adhérer à l'Alliance Atlantique, ainsi qu'un retrait des troupes et des armements de l'OTAN des pays qui avaient rejoint l'organisation après mai 1997, ce qui inclut les pays baltes, la Pologne, la Roumanie et la Bulgarie. Ces exigences avaient été rejetées par l'OTAN et les États-Unis. Moscou a alors déclenché un mois plus tard son assaut contre l'Ukraine. Et nous terminons sur cette note finale, la Ha-Ha-Ha House de Zagreb. Le monde brûle, les guerres font rage, mais si l'espace d'un instant, vous pouviez tout oublier et juste rire. C'est ce que propose donc la Ha-Ha House, 450 mètres carrés de joie en plein cœur de Zagreb, en Croatie. Et si le meilleur remède contre la stress n'était ni le yoga ni la méditation, mais juste une bonne crise de rire? En plein cœur de Zagreb, la Ha-Ha House transforme la rigolade en thérapie et promet une véritable cure de bonne humeur. Dès l'entrée, une brume blanche vous désinfecte de toute négativité. Désolé, ça ne marche pas contre les impôts. Puis, c'est parti. Toboggan, piscine à balles, karaoké aux voix déformées, combat de sumo gonflables, et même une chorale de poulets en plastique qui chante les tubes du moment. Mais derrière cette avalanche de fou rire, Ha-Ha House prouve aussi que le rire est un vrai super pouvoir contre le stress et l'anxiété. Depuis son ouverture, enfants, adultes, écoles et maisons de retraite s'y précipitent. Parce qu'au fond, qui a vraiment envie de payer un psy quand un bon fou rire fait déjà le boulot? Et alors, si votre prochaine ordonnance était tout simplement une rentrée à la Ha-Ha House? C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur les programmes de Télé Libre.